parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour la série HO. La série d'aujourd'hui s'appelle Sex Education. Elle est de Laurie Nunn, elle est sortie, la première saison a été diffusée le 11 janvier 2019 sur Netflix. J'ai déjà fait un podcast dessus, je vous y renvoie, elle sera dans les liens de cette vidéo, et de ce podcast, de cette vidéo. Et la saison 2 a été diffusée à partir du 17 janvier 2020 sur Netflix. Je l'ai vue à la télé et en version française. Oui, je sais, c'est honteux, j'avais vu la première saison en version originale, là j'ai vu la saison 2 en version française. Mon niveau d'anglais est un peu limité, et regarder une série avec les sous-titres, parfois c'est un peu difficile pour moi. Nonobstant, je vous conseille malgré tout de la voir en version originale, notamment parce que les acteurs sont très bons, je reviendrai dessus à l'occasion. Sex Education, je vous en ai donc parlé, je vous fais la version courte. Il s'agit d'une série sur, grosso modo, les relations amoureuses chez les teenagers, mais pas seulement. Et surtout, la relation d'un garçon qui est le fils d'une psychologue sexuelle, une sexologue, qui a toujours abordé les questions du sexe très ouvertement avec lui, et qui en souffre notamment, au début de la première saison. Le personnage principal, Otis, n'arrive pas à se masturber, il est bloqué parce qu'il a eu plusieurs chocs psychologiques dus à la sexualité de sa mère, mais aussi de son père. Donc on est dans des trucs très freudiens, mais vous allez voir que la série va bien au-delà de ça. Et sur ce pitch-là, il rencontre, je crois qu'il rentre, c'est le niveau du lycée, si je dis pas de bêtises, au début de la série, ou alors fin du collège. Et il rencontre Maeve, qui est grosso modo la rebelle du lycée, et par un truchement d'événements, ils se retrouvent à mettre en place ensemble un cabinet de psychologie, sexologie, des conseils de sexologie, d'éducation sexuelle, qu'est-ce que je raconte de sexologie, n'importe quoi, des conseils d'éducation sexuelle pour leurs petits copains, ce qui donne lieu évidemment à plein de séquences cocasses, comiques, qui sont beaucoup jouées sur l'absurde, l'humour, la légèreté, mais aussi sur une certaine gravité. Et cette saison 1 était très intéressante, je trouvais globalement bien fait, même si je me posais la question de savoir à qui elle s'adressait. Je vous renvoie à ma critique de cette saison 1. Et donc, fort du succès de cette série qui a très très bien marché, une saison 2 a vite été programmée et a donc été diffusée à partir du 17 janvier 2020, donc un an après la diffusion de la saison 1. Alors, qu'est-ce que ça valait cette saison 2. Je fais juste une petite parenthèse, Laurie Nunn n'ayant quasiment rien créé d'autre, la créatrice de la série, je vous renvoie à la petite biographie entre guillemets que j'avais fait d'elle dans mon podcast de la saison 1. Comment ça, je vous renvoie à écouter mon podcast de la saison 1 pour me rajouter une vue de manière artificielle? Non, pas du tout, je ne suis pas putaclic, calmez-vous, posez ce flingue et montrez-moi un peu de respect s'il vous plaît. #zen. On est en quarantaine, restons tous cool, enfin... Bref, on va picher ces deuxièmes saisons et on va pas perdre de temps tout de suite. Ah! Je ne veux pas spoiler la saison 1, donc je vais essayer d'être un petit peu vague, mais grosso modo, les événements de la saison 1 ayant mené plus ou moins Otis et Maeve à ne plus se parler, je vous laisse découvrir comment. Otis est en couple donc avec Ola au début de la saison 2, et il se trouve que, contrairement à la saison 1 où il n'arrivait pas à se masturber, là, excusez-moi, dans la saison 2, il y arrive, mais alors beaucoup. Il est même en phase, il se masturbe partout, tout le temps, c'est assez insupportable. La série commençant dès le départ par des grosses vannes, pas forcément très subtiles, mais voilà, je reviendrai sur la critique après. Mais grosso modo, à ce niveau-là, pour Otis, ça va beaucoup mieux. Nonobstant, très très vite, Maeve revient au lycée, ou revient dans la vie grosso modo de Otis. Ils remettent en place leur cabinet de conseil en sexologie, mais c'était sans compter sur le fait que la mère de Otis, s'étant plainte de la qualité de l'éducation sexuelle de leurs enfants au lycée, a été embauchée pour ouvrir une consultation qui au départ ne devait être que du conseil sur le cours d'éducation sexuelle, et qui finalement va devenir un véritable cabinet de psychologie, rival donc de celui de Maeve et de Otis. En parallèle de ça, le meilleur ami de Otis, Eric, rencontre Raïm, un jeune visiblement canon, considéré comme canon par tout le monde dans le lycée, et qui commence ouvertement à faire du rentre-dedans à Eric. Et au même moment où Eric s'en rend compte et commence à être réellement intéressé par Raïm, qui est tout simplement un garçon charmant, cultivé et ainsi de suite, le rêve du prince charmant, Adam revient dans la ville. Vous n'avez pas vu la saison 1, vous comprendrez pas, donc voyez la saison 1 d'abord. Adam revient, et bien sûr cela trouble énormément Eric dans cette relation idyllique qu'il commence avec Raïm. En parallèle de ça,
Ola a une meilleure amie qui s'appelle Lily qui le conseille très fortement d'expliquer à Otis comment faire pour coucher enfin ensemble et débloquer Otis qui réfléchit beaucoup trop. En parallèle de ça, la mère de Otis est donc en relation aujourd'hui avec Jacob, le père de Ola. Oui, effectivement, c'est bizarre, c'est tordu comme situation. Et non seulement Otis trouve cette situation tordue, mais en plus, c'est un peu bizarre aussi pour Jean, donc la mère de Otis, de revivre avec quelqu'un après plusieurs années, et elle le supporte finalement assez mal. Je veux pas spoiler plus, vous avez compris qu'on a plein d'éléments là pour que ce soit assez explosif dans cette seconde saison. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Alors, là, j'ai envie de rappeler des éléments. Je vais faire une critique beaucoup plus courte parce que les éléments n'ont pas changé fondamentalement entre la saison 1 et la saison 2. Les décors sont toujours les mêmes. Ça joue toujours sur le lycée, la maison d'Otis, la caravane où vit Maeve. Essentiellement, éventuellement un peu la supérette, on a un petit passage au début de la saison dans une école militaire, mais tout ça est très modéré, le cœur de la série étant clairement le lycée, qui joue beaucoup sur des contrastes de couleurs très très forts, comme je vous l'ai expliqué dans ma critique de la saison 1. C'est toujours le même principe, les personnages sont habillés de manière très colorée, et on essaie de recréer quelque part une sensation de l'adolescence, qui est un lieu un peu anarchique. On joue beaucoup sur le physique et les différences entre les différents personnages. Visuellement, ils sont habillés de couleurs très chamarrées. Otis a par exemple une veste avec une bande bordeaux, une bande beige, une bande bleue, donc c'est très marqué. Son ami Eric, qui est donc un gay ouvertement affirmé et qui a une part féminine quasiment travestissante, lui il est souvent habillé avec des couleurs très très fortes, très contrasté, pas des dallages, je perds mes mots, mais plein de couleurs et de motifs différents sur les vêtements. Ça ne veut pas dire que c'est fait sans goût, mais vous comprenez l'idée, il est visuellement très remarquable. Maeve, dans cette saison-là, qui avait les cheveux blancs dans la saison 1, c'est les teints en brun, et donc a un côté un peu plus fille straight, strict, habillée en sombre. En parallèle de ça, les autres personnages, Adam revient toujours avec son style très grand, très élancé, qui met vraiment en valeur d'abord et avant tout son physique, élancé, et donc avec des jeans, des couleurs assez ternes. Donc tout ça pour dire, la série joue encore une fois sur ce contraste, des contrastes très très forts visuellement entre les personnages, et ça finit encore une fois par marcher très très bien, par donner beaucoup de caractère à la série, et je trouve que dans cette saison 2, cette base est encore parfaitement respectée. On se retrouve finalement avec une série qui, à mon avis, repart sur de très bonnes bases. Je vous ai donné les éléments critiques avant, et je vais vous parler tout de suite du casting, parce que je pense que c'est le cœur de la critique. Vous avez compris l'idée, la série joue visuellement sur des contrastes entre le décor et le physique des différents adolescents et la manière dont ils s'habillent, ce qui fait que visuellement on a des éléments de contraste très forts. On a des effets petit à petit de mise en scène. Bon allez, je vais vous parler quand même un petit peu de la mise en scène. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a quelques effets de mise en scène, il y en avait qui étaient beaucoup plus marquants dans la saison 1, là c'est beaucoup moins fort dans la saison 2, c'est plus des effets de cadrage. On sent que certains réalisateurs sur la série se sont amusés, notamment il y a un moment où Otis donne des conseils, et il y a une grande roue derrière lui qui dessine littéralement un halo de couleurs, enfin des rayons de couleurs qui partent de lui derrière lui. Le bureau de sa mère au lycée jouait beaucoup sur un contraste entre elle, qui a un bureau propre, qui s'est installé, mais qui est en même temps dans une ancienne salle de classe qui est en bordel. C'est elle qui amène du savoir et de la tranquillité, donc les gens arrivent en face d'elle, assis, ils sont visuellement assis dans ce brouhaha visuel, et elle en face est sur la table, tout est beaucoup plus stable, et les fenêtres sont derrière elle, c'est elle qui apporte la lumière, ainsi de suite, donc il joue beaucoup là-dessus. Il y a des effets de mise en scène simples comme ça qui fonctionnent très très bien, mais il faut être clair, c'est pas sur la mise en scène que la série gagne la partie, il me semble. C'est beaucoup plus sur l'écriture du personnage et sur le développement de leur personnage dans la saison, et je vais vous en parler un petit peu maintenant, en évitant bien sûr de spoiler. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque.
J'avais souligné durant ma critique de la première saison, je préfère le dire tout de suite, le fait que les personnages, j'avais du mal par moment à cerner si la série, à qui la série s'adressait, parce que il y avait systématiquement un humour qui était mis dans le rapport à la sexualité que je trouvais intelligent, qui mettait de la légèreté, mais comme moi personnellement en tant qu'adolescent j'avais vécu ça de manière beaucoup plus sérieuse, j'avais du mal j'aurais du mal avec une série qui prenait tout comme ça, quelque part, à la légère. Et là, dans la saison 2, je trouve que l'équilibre est mieux trouvé. Je vais pas forcément parler plus que ça de Otis et de sa mère, dont les rapports sont toujours intéressants, ou leur compétition indirecte, au final, fait pas tant le centre de la saison, parce que oui, il faut être honnête, Otis est un peu en retrait dans cette saison 2, il devient un personnage un adolescent tout simplement qui a débloqué son problème de sexualité, et du coup il devient un adolescent franchement moins intéressant, je crois que c'est voulu par la série. Ça reste un jeune garçon attachant, mais il a une attitude qui est beaucoup plus celle d'un adolescent de base, un peu déconcerté. Il fait des choses très violentes dans cette saison-là, beaucoup plus que dans la saison 1. Et on est typiquement dans le cas j'ai réglé mon problème de base, et du coup je deviens un peu inconséquent, un peu, irresponsable, et un peu, même beaucoup même, mais ça donne lieu à des vrais moments comiques. C'est-à-dire que c'est un personnage qui devient vraiment drôle dans cette saison-là, je trouve. Il fait beaucoup de choses, alors l'humour n'est pas toujours d'une grande finesse, hein, je vous laisse découvrir dès le début de la saison 2 ce que je veux dire par rapport à ça, et je trouve pas forcément que ce soit les meilleurs passages de la saison, mais il est plus subtil, il est plus vraisemblable, soyons honnêtes, hein, la série basculant beaucoup plus dans la comédie, je trouve un peu plus forcée quand même dans cette saison 2, mais par contre, il y a des vrais moments où le personnage devient vraiment un ressort comique des épisodes, et ça marche assez bien. Il y a notamment un épisode où il se met la tête à l'envers, vous allez voir comment, et je trouve Asa Butterfield très très bon. C'est vraiment des épisodes très drôles. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Après, c'est un peu l'adolescence, virage à 360 degrés. Non mais, un mec qui parle trop n'importe quoi. Virage à 180 degrés, voilà. Mais à la limite, je trouve que ça passe encore, notamment parce qu'au final, le rapport entre Otis et Jean finit par être, encore une fois, et sa mère finit par être très bien écrit, avec des choses qui avaient été lancées dans la saison 1 et qui sont non pas résolues, mais qui sont réellement abordées frontalement, enfin, entre deux. Et on voit Otis non plus être systématiquement dans une attitude qui était... En fait, la saison 1 était simple, c'était Jean la mère était envahissante et se trompait régulièrement vis-à-vis de lui, tout en se protégeant avec ses études de psychologie pour, grosso modo, ne pas admettre qu'elle ratait des choses, qu'elle faisait des erreurs. Et Otis récupérait tout. Et là, dans cette saison 2, on a vraiment, non pas un inversement, mais un équilibrage, où Jean fait encore des erreurs vis-à-vis de son fils, mais Otis aussi est très très violent avec sa mère. Il y a vraiment des moments où il est d'une grande noirceur, hein. C'est assez fort, et je trouve que c'est une belle idée d'écriture de cette saison 2, et ça met clairement Otis aussi un peu en retrait, puisqu'il est beaucoup moins sympathique, beaucoup moins cool à suivre, et clairement le casting féminin prend le dessus dans la série, je trouve, prenant une place importante, et pour de bonnes raisons. Le personnage de Maeve, voyant revenir notamment sa mère, qui est donc toxicomane, et qui l'a donc plus ou moins abandonné avec son frère, non, pas plus ou moins, qui l'a abandonné, et qui revient avec une petite sœur, et donc évidemment le rapport de force entre eux devient tout de suite très important, puisque c'est Maeve la maman, c'est Maeve qui rapporte de l'argent, et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir vraiment, je veux pas spoiler, mais c'est un rapport que j'ai trouvé assez juste, assez vraisemblable, assez bien écrit, et dont la conclusion est franchement réussie. J'étais vraiment bluffé par ça, et Maeve a un arc très intéressant au niveau de sa vie familiale, beaucoup plus que dans son rapport à Otis, même s'il y a des choses évidemment qui se passent entre eux, et que ça reste le ressort principal amoureux de la série reste Otis et Maeve. Mais pour le coup, cette mise en retrait d'Otis, mais aussi en retrait un peu leur histoire, et je trouve que c'est pas forcément la partie la plus intéressante de la saison, notamment la vie personnelle de Maeve, la vie familiale de Maeve est beaucoup plus intéressante. Je mettrai aussi en avant le développement du personnage de Adam Groff, le fils du proviseur, qui était le bully de Eric, le meilleur ami de Otis dans la première saison, et qui là en l'occurrence, je trouve, a un développement aussi très intéressant. Plutôt subtil. C'est toujours compliqué d'écrire sur des bullies, des vrais bullies. Les bullies, qu'est-ce que je veux dire, je trouve, là je passe vraiment pour un prétentieux, parce que je trouve même plus l'expression française. Ah, c'est nul. Les bêtes noires, vous savez, ce mec qui va vous pourrir la vie, ou cette femme qui va vous pourrir la vie pendant toutes vos études de collège, ainsi de suite. Alors,
Si vous n'avez pas vécu ça, tant mieux pour vous. Moi, je l'ai vécu. Donc, autant dire que c'est pas facile. Et c'est toujours très difficile de cerner le pourquoi ces bêtes noires nous suivent et comment. Parce qu'il y a une certaine forme de mutisme, parfois de virilisme, dans le cas, par exemple, d'Adam, qui peut créer une difficulté de compréhension. Et la série, je trouve, a eu l'intelligence de le faire évoluer de telle manière que j'ai réussi à croire, quand il a commencé à être réellement en dialogue avec Eric, avec son ancien souffre-douleur, j'ai vraiment senti dans le développement de la série un inversement de leur rapport que je trouve pour le coup bien écrit. Il n'y a pas beaucoup de séries qui ont réussi ce grand écart-là. On a souvent, vous savez, le contrepoint un peu facile du voilà, c'était un bully, mais son père, sa mère, machin truc, et du coup, quand le souffre-douleur a trouvé comment percer l'armure, il l'a percé, quoi. Là, c'est plus subtil que ça et plus complexe. Et je trouve que c'est une des choses que Laurie Nunn écrit particulièrement bien, ce rapport entre un souffre-douleur et sa bête noire, et comment petit à petit leur rapport se transforme à travers l'amour et à travers des choses comme ça qui sont, je trouve, très intéressantes. Voilà, je veux pas pérorer et trop vous dévoiler, mais c'est encore une fois à mettre aux qualités de cette saison 2. Il y a aussi dans cette saison 2 le personnage de Jackson Marchetti, qui était le sportif champion de natation dans la saison 1 et qui a donc une histoire avec Maeve. Histoire qui est clairement mise en retrait, qui est clairement finie dans cette saison 2, je caricature un peu, même si on comprend pourquoi, je trouve que ça va un peu vite, mais son axe est très intéressant puisque ça devient vraiment le garçon mis sous pression par sa famille, qui ne veut plus faire de sport et qui est obligé quelque part de le faire. Et il trouve une manière de... Ça arrive dans le premier épisode, donc je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais il se blesse volontairement pour éviter d'y retourner, et donc on lui a adjoint une tutrice, une autre étudiante qui est très forte, ainsi de suite, qui a vraiment une grande carrière devant elle, ainsi de suite, qui s'appelle Vive, et qui est jouée par Chinenye Ezeudu, et qui est très très bien. Ne me demandez pas de répéter ça, parce que je vais passer encore plus pour un raciste que je ne le suis, hashtag vive le nazisme. Quelle indignité. Oui, vous avez compris, je vais pas essayer de m'humilier encore une fois, ça suffit, je le fais déjà assez tout seul. Donc tout ça pour dire cette actrice donc, qui joue très très bien Vive, et leur relation est très intéressante, je trouve, dans la saison, même si elle est un peu cliché. Je trouve que les deux acteurs le réussissent bien, et il y a vraiment des séquences entre eux qui fonctionnent. Notamment parce que Jackson se met à faire partie du club de théâtre, et ça donne lieu à de belles séquences. J'ai vu la saison en français, donc honte à moi, puisqu'ils interprètent à un moment donné du Shakespeare, et même si j'aime bien le Shakespeare en français, c'est pas un problème de moi. Le fait est que quand on écoute du Shakespeare en anglais, on se rend compte que la musicalité est quand même bien différente, les effets sont bien différents, enfin voilà, c'est juste quelqu'un qui a transformé sa propre langue dans une certaine forme de musique, c'est quelque part de l'ordre de l'intraduisible, et c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Donc il est possible que je me revoie cette saison 2 à l'occasion en version originale, histoire de me faire une idée, mais je vous incite encore une fois à voir cette saison 2 en version originale. Je vais pas parler de tous les personnages, je dirais juste que le personnage de Ola, la petite amie de Otis, dans cette saison 2, a aussi une histoire très intéressante et que je trouve particulièrement bien écrite, mais je veux vraiment rien dévoiler parce que là ce serait vraiment dommage de vous spoiler ce qui arrive. Et je pointerai juste, pour moi, une des petites limites au niveau du casting que je voudrais pointer, c'est le proviseur, le père de Adam, le proviseur Groff, devient vraiment une caricature, je trouve, dans cette saison 2. C'est grosso modo l'ennemi, il fait des choses assez graves, voire même très très graves. Et même si je peux comprendre le côté rétrograde du personnage, je trouve qu'ils l'ont transformé, même si c'est cohérent par rapport à la saison 1, je suis vraiment pas fan d'avoir transformé grosso modo ce personnage-là. C'est un peu devenu une caricature. Autant dans la saison 1, on pouvait comprendre son rapport à son fils, autant là, maintenant, son fils a beaucoup évolué, lui est resté très comme ça, ras du plancher. C'est vraiment le proviseur du film Ferris Bueller. Hein. Si vous avez jamais vu Ferris Bueller's Day Off, je vous conseille de le voir d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire, c'est mon petit bémol sur le casting, il est là, c'est... Alistair Petrie est toujours bon dans le rôle, mais je trouve que le personnage devient vraiment caricatural. Il fait vraiment quelque chose de très très grave, notamment autour des cours de psychologie, pas de sexologie, mais les conseils de la mère d'Otis, qui est donc dans le lycée, comme je le disais avant. Et je trouve que ce qu'il fait est trop grave pour pas se rendre compte que c'est grave. Il fait ça comme une manipulation, je veux pas spoiler quoi, mais même pour la mère d'Otis, ça devrait être d'une gravité incroyable. Donc
voilà, la série à cet endroit-là est un peu, pour moi c'est le point faible un peu, c'est un peu le ressort principal de cette saison, c'est le proviseur qui grosso modo devient le méchant, je caricature, mais vraiment leur merdeur de la saison, même si les personnages se font des choses eux-mêmes. Ça va pas au-delà de ce que lui fait, et je trouve que il est un petit peu hors de la série au bout d'un moment. En fin de la saison 2, j'étais un peu en mode ouais bon, si c'est pour en arriver là, je suis vraiment pas fan. Et s'il voulait se débarrasser du personnage, il y avait de quoi faire avant. Bref, je suis pas fan, notamment parce que le rapport aussi avec son fils Adam évolue pas dans cette saison-là. Bref, c'est pour moi le petit point noir. Mais comme la plupart de la série tourne heureusement pas autour de lui, ça passera quand même. Bref, tout ça pour dire, le casting est bon. J'ai pas donné le nom des personnages, j'ai parlé pas mal de l'histoire en soi, mais je vais vous faire une critique du scénario là un peu plus. Je vais aborder des points plus problématiques dans le scénario, mais grosso modo, le casting est toujours très très bon. Je suis obligé de repointer encore une fois Gillian Anderson, Dana Scully, qui joue donc le rôle de la mère de Otis, Jean Melbourne, et qui est, je trouve, incroyable dans le rôle. Elle est vraiment excellente dans le rôle. Elle a des moments dans cette saison-là où elle m'a encore bluffé. Je trouve le casting globalement a évolué dans le bon sens, tout le monde. Asa Butterfield est toujours très très bon et décidément un acteur qui commence pour moi à m'impressionner. Les parties où il est vraiment dans la comédie, je le trouve très très drôle dans cette saison-là. Le casting globalement haut niveau sinon, mais je les mets encore devant. Asa Butterfield, Gillian Anderson, je trouve encore qu'ils ont un point d'avance sur les autres. Et je parlerai de Tanya Reynolds qui joue le rôle de Lily, la meilleure amie de Ola, et dont Otis avait décoincé le sexe littéralement. Je vous laisse découvrir comment dans la saison 1, et qui est, je trouve, encore une fois excellente dans le rôle, mais encore une fois, il faudrait que je la voie jouer dans autre chose pour me faire une idée. Je l'avais déjà dit dans la saison 1, il ne faut pas que je me répète sans arrêt, sinon je vais vous saouler et vous avez pu m'écouter et je vais me retrouver tout seul à me parler tout seul, ce qui est déjà un petit peu trop le cas. Donc, restez, calmez-vous, on va aborder la partie scénar. Nonne sed non nova. La manière est nouvelle, mais non la matière. Citation que j'ai jamais pu replacer correctement dans une conversation. Sur le scénario de cette saison 2, j'ai pas forcément de grandes critiques à faire. J'avais pointé, et c'est pour ça que je veux l'aborder dans la question du scénar, le fait que la série, je ne savais pas à qui la série s'adressait, et là dans cette saison 2, en fait, il y a une feinte, entre guillemets, qui est bien vue, qui est utilisée, qui passe par le personnage de Raïm, qui devient donc le petit copain de Eric. Oui, je vous spoil un peu, mais vous comprenez dès le début de la saison que ça arrivera. Et en fait, ce personnage devient littéralement didactique. Il est tranquille avec sa sexualité et ainsi de suite, ce qui fait que non seulement le personnage d'Otis apprend littéralement des choses de la part de Raïm, non seulement Otis prend vraiment du recul dans la saison, mais c'est Raïm qui va faire le plus de séquences, on va dire, didactiques de la série, où on va le voir notamment expliquer littéralement comment se faire un lavement pour être tranquille à pratiquer la sodomie, et oui, puisqu'il est homosexuel, et il va lui expliquer, on va carrément voir un dessin, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, c'est joué en diagonale, et on ne voit pas que ça dans la séquence, il y a d'autres enjeux, mais là, clairement, la série est devenue beaucoup plus claire pour moi, puisqu'elle devient littéralement un tutoriel pour jeunes et moins jeunes, sur des questions de la sexualité, des questions tabous, pas forcément évidentes à aborder, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus clair dans cette saison-là. C'est fait à travers du personnage de Otis, c'était essentiellement au travers du personnage de Otis dans la saison 1, et là vraiment au travers de Jean, sa mère, donc qui est sexologue littéralement, au travers de Raïm, au travers d'autres personnages, on a vraiment des conseils directs, et très souvent d'ailleurs, et c'est un peu un des ressorts de la saison, Otis est à côté de la plaque, et on doit lui donner, c'est d'autres personnages qui viennent lui donner des conseils maintenant, et littéralement lui apprendre des choses. Je vous raconte pas la séquence... le passage hilarant, il doit apprendre comment toucher sa copine. C'est vraiment très drôle par moment. Alors c'est un peu glauque aussi, mais c'est très drôle globalement. Donc voilà, j'ai compris que la série ne cherchait plus forcément à s'adresser plus aux ados, même si elle le fait frontalement. Mais elle le devient, je pense, en faisant quelque chose de très didactique comme ça. Elle s'adresse forcément plus à des personnes plus jeunes et en découverte de leur sexualité, mais je trouve ça, pour le coup, réussi, notamment parce que je ne l'ai pas évoqué avant, cette saison 2 non pas adapte, mais aborde, voilà, je ne trouvais plus mes mots, aborde le sujet du harcèlement chez les femmes, et c'est très bien abordé.
pas forcément résolu de manière subtile, parce que c'est un peu... Bon voilà, je caricature, c'est un peu cliché, la résolution de la chose. C'est notamment vu au travers du personnage de Amy, qui se fait donc agresser sexuellement dans le bus, et donc elle finit par avoir une phobie littérale de ce bus, et je trouve ce fil conducteur au sein de la saison est très bien mené, très intéressant, et mène à une résolution, encore une fois un peu cliché, mais sur le fond très intéressante, avec un discours non pas féministe, mais tout simplement humain, sur comment, quelque part, aborder à un moment donné la question de l'agression sexuelle. Et j'ai trouvé que c'était très bien géré, et que l'actrice, notamment Emily Wood, le jouait très très bien, puisqu'elle c'est un personnage assez frivole en général, et là d'un seul coup on sent enfin que sa frivolité craquelle sur le fait que c'est quelqu'un qui se rend bien compte de ce qui se passe autour d'elle. Elle est peut-être idiote sur certains points, il y a des choses qu'elle ne sait pas, elle est ignorante, elle est naïve, mais il y a des choses dont elle se rend bien compte et elle se protège par soi-disant ce véhicule de naïveté sociale. Et ça c'est très très réussi, et rien que pour ça je trouve que cette saison 2 est à voir, et je vous la conseille. Mais on va d'abord aborder la conclusion quand même, hein, vite fait, parce qu'il y a ma fille qui attend, on est supposé aller faire des jeux ensemble, je suis un mauvais père, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont dit oui, je vous emmerde, hashtag qu'est-ce qu'il y a? Quelle indignité. Pour aborder la conclusion de cette saison 2, tout simplement, ça reste une série de très bonne qualité. Je trouve que le discours s'est beaucoup plus clarifié dans cette saison 2, on comprend très bien que c'est un jeune public qui est visé, mais de toute façon il y en a pour tous les âges à mon avis, mais j'avais eu un peu ce malaise dans cette saison-là, je n'ai pas eu cette sensation dans cette saison 2, je mets le petit bémol du proviseur Groff que je trouvais, qui est devenu un peu moins, pour moi, de mon point de vue, une caricature, et qui se fait des choses qui me semblent, même pour quelqu'un d'aussi raide, d'aussi dur, des choses un peu limites. Bon, encore une fois, c'est pas que c'est mal écrit, c'est que j'aurais préféré que la série reste dans la nuance concernant tous les personnages, puisque c'est un peu, pour l'instant, le cas. Il n'y a pas vraiment de camp de méchants ou de gentils dans cette série-là, et tant mieux, parce qu'on aborde la question du sexe, et que c'est quelque chose de beaucoup plus amoral. C'est pas immoral, c'est amoral. La question du désir, oui, bon, je vous l'ai fait en cours, mais la question du désir, c'est pas je choisis, tiens, je me suis levé ce matin, il faut que j'aime les hommes, il faut que j'aime les femmes, il faut que j'aime ceci ou cela, les extraterrestres. C'est quelque chose qui vient à notre corps défendant. Et à partir de cette réalité-là, la question du sexe doit être abordée de manière très neutre, dans le bon sens du terme. Les actes sont répréhensibles, mais pas le désir, parce qu'il fait qu'on a du désir. Et ça, c'est, à mon avis, important de trouver cette neutralité-là. Et la série le faisait un peu mieux dans sa saison 1, même si j'avais du mal à comprendre à qui ça s'adressait, au moins, c'était mieux géré. Là, il y a une sorte de méchant qui est un peu l'establishment, un petit peu la pensée arriérée, grosso modo, des rapports humains. Notamment, on voit les rapports du proviseur Groff et de sa femme sont exécrables, évidemment. Bref, tout ça pour dire... J'aurais préféré que la série évite ça, même s'il fallait quelque part, pour Laurie Nunn, pointer ce qu'elle essayait de faire évoluer visiblement, pour que la série reste quelque part didactique. Mais je suis pas fan, honnêtement, de ce choix. J'aurais préféré qu'il y ait de la nuance, et que les choix, par exemple, d'avoir une vie stricte, très raide, avec des principes moraux quasi froids, il y a aussi des raisons. C'est pas seulement juste il est comme ça parce que c'est un connard. Et pour l'instant dans la série, je trouve qu'on peut rester que sur cette sensation, c'est que c'est un gros connard, que c'est un mauvais père, un mauvais mari et un mauvais proviseur in fine. Ça fait quand même beaucoup de mauvais pour une seule personne. Voilà, donc c'est pas limite. J'insiste un peu sur cette critique-là, mais j'insiste encore aussi. La série est globalement très bien réussite au niveau de l'écriture. Il y a vraiment beaucoup de passages de comédie qui sont très drôles. J'ai pas dit la moitié de ce qui arrive aux personnages, et aux personnages secondaires notamment, et ça fonctionne vraiment globalement. Donc je vous conseille de voir cette série Sex Education, et je vais attendre avec, entre guillemets, impatience la saison 3, qui n'arrivera qu'en 2021, mais dont je vous parlerai forcément quand on sera, espérons-le, sorti de cette maudite quarantaine. En tout cas, préservez-vous, restez chez vous, c'est mon petit message engagé à 2 balles. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, facebooker, instagrammer, commenter, dites-moi ce que vous en pensez, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est ça qui me fait progresser aussi, j'ai pas la science infuse, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.